Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, on va dire, particulièrement piquant. Et pour lancer cette exploration, il faut vraiment visualiser une scène précise. Ça résume à peu près toute la pathologie de notre époque en entreprise. Ah, je sens qu'on va parler de cette fameuse réunion d'intégration. Exactement. La scène classique. On est dans une structure de taille moyenne, on accueille les nouveaux, et sur le mur principal de la salle, écrit en lettres immenses, design épuré, très apaisant, tu as 3 mots qui trônent. Respect, transparence, humain. Le combo gagnant, quoi. L'esthétique est parfaite. Bah oui, on se croirait vraiment devant le menu d'un resto gastronomique qui te promet une expérience de dingue. Le manager ouvre la séance, grand sourire ultra travaillé, et là, un nouveau, sans doute encore un peu naïf, pose une question super simple sur le fonctionnement de l'équipe. Et là, c'est le drame. Boum. Le vernis qui craque en un quart de seconde. Le fameux onboarding bienveillant qui se prend le mur du réel à 200 à l'heure. Mais attends, c'est pas fini. Dans la foulée, et ça s'est tiré directement des sources qu'on analyse aujourd'hui, ce même manager se tourne vers une collègue expérimentée pour la recadrer publiquement devant tout le monde. Avec cette phrase d'une violence hyper ordinaire. Tu comprends rien, c'est pourtant simple. C'est glaçant de banalité, en fait. Mais ouais. Et la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE, elle n'est pas dans le PDF de 60 pages des RH. Elle est là, dans cette brutalité quotidienne. C'est l'équivalent de s'extasier sur le menu produits frais et locaux du resto, alors que si tu pousses la porte de l'arrière-cuisine, tu découvres les friteuses en feu et une équipe en train de faire un malaise. C'est clair. Mais cette métaphore de l'arrière-cuisine, elle est super pertinente. Sauf que pour comprendre la mécanique systémique, il faut creuser plus loin. En fait, ce qu'on observe là, c'est l'équivalent de repeindre une voiture morte avec une peinture métallisée hors de prix. Ouais, avec le petit logo éco-responsable sur le coffre. Voilà. Alors que la boîte de vitesse est explosée et que le moteur crache de l'huile noire, tu vois, la majorité des organisations, elles utilisent la RSE pas du tout comme une boussole stratégique, c'est juste un autocollant, un paravent pensé pour le marché externe ou la marque employeur. Un beau costume 3 pièces sur un comportement de chantier, en gros. Exactement. On plaque un lexique de l'empathie sur des structures de décision qui restent à la base d'une brutalité industrielle hallucinante. Ok, décortiquons ça. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment d'arracher violemment ce vernis. On va ignorer les jolies brochures glacées pour regarder ce que ce gouffre coûte réellement au quotidien. Et surtout, on va voir comment on peut ramener de la cohérence avec une méthode bien précise. Carrément, parce que le coût humain, il est lourd. Dans nos sources, on a écouté ce témoignage vocal, brut, sans aucun filtre. Une voix tellement fatiguée. C'est un membre d'équipe complètement essoré qui décrit son quotidien. Et ce qui frappe dans cet enregistrement, c'est le décalage, quoi. Mais totalement. La personne explique que le mot éthique est prononcé à chaque foutue réunion de direction. Mais sur le terrain, chut. La pression sur les délais est tellement étouffante que pour livrer à temps, on lui demande, on exige d'elle de fermer les yeux sur la qualité. De valider les process défaillants en pleine conscience. Voilà. Et la conclusion de son témoignage est terrible. L'individu avoue de même plus savoir, je cite, « ce qui est vrai ». Le cynisme ambiant a complètement détruit ses propres repères. Si l'on relie ça à la situation globale, c'est pas juste un drame individuel de plus, c'est une défaillance systémique majeure. Cette injonction paradoxale, ça crée une vraie dissonance cognitive. C'est-à-dire, On demande à un cerveau humain d'intégrer une valeur, genre l'excellence éthique. Mais en même temps, on le récompense ou on le punit sur des KPI, des indicateurs de performance, qui exigent de sacrifier cette même éthique pour la rentabilité immédiate. Ça rendre fou, littéralement. ouais mais attends, je fais l'avocat du diable. Pourquoi les directions font ça? Je veux dire, c'est caricatural de penser que les comités de direction sont remplis de psychopathes qui adorent torturer les gens. Il y a forcément une logique derrière cette mascarade. Ah mais la mécanique, elle est purement financière et structurelle. Les dirigeants, ils sont eux-mêmes coincés dans un étau, tu vois? Entre les actionnaires et l'image publique. C'est ça. D'un côté, les marchés ou les actionnaires veulent toujours plus de marge. De l'autre, la pression légale et la guerre des talents exigent des beaux labels verts et bienveillants. Donc pour résoudre cette équation impossible sans toucher à l'argent, on crée une RSE complètement hors sol. On refile le bébé au département com ou au RH, quoi. Exactement. Une direction RSE qui n'a aucun pouvoir sur les budgets ou sur le compte de résultats. Et du coup, c'est le manager intermédiaire qui prend tout en pleine face. Le fameux point de friction. Ouais, il reçoit l'ordre d'être hyper bienveillant par les RH et l'ordre de couper 15% des coûts par la direction financière. Et quand ça pète, la finance gagne toujours.
La valeur humaine, c'est juste la variable d'ajustement. Et sur le terrain, ça donne ce fameux désengagement intelligent. Tu sais, le corps est là, la personne clique sur sa souris, mais son esprit a quitté la boîte depuis 2 ans. La démission silencieuse, voilà. Les meilleurs se cassent parce qu'ils refusent cette comédie. Et le pire, le truc fascinant, c'est la réaction de la direction face à cet incendie. Quand tout craque, il y a toujours cette phrase magique qui sort en réunion. C'est un problème de communication, on a mal expliqué notre vision, faut refaire une campagne pour réexpliquer nos valeurs. Ah, la fameuse excuse de la com. C'est l'aveuglement total. La communication ne sauvera jamais un système malade. Croire qu'on va régler une brutalité managériale avec des affiches plus grandes ou des séminaires sur l'intelligence émotionnelle, c'est une insulte au terrain. C'est clair. La RSE, ça se vit, ça se communique pas. Dès qu'une décision budgétaire contredit l'éthique affichée, la valeur est morte. Elle devient juste du cynisme. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que dans notre analyse, on va épargner personne. C'est trop facile de dire les méchants patrons hypocrites d'un côté et les gentils salariés victimes de l'autre. Ah bah non, ce grand sport collectif de la complicité, il se joue à tous les niveaux. Évidemment, le sommet porte une lourde responsabilité. Si une valeur ne déclenche aucune décision courageuse, si elle coûte 0 €, c'est juste un slogan publicitaire. Mais la base, l'équipe, elle joue aussi le jeu, non ? Mais carrément, la posture de victime, faut avouer que c'est super confortable. Ça permet d'exiger de la cohérence tout en pratiquant un évitement quotidien. L'hypocrisie de l'open space, elle est redoutable. C'est ce collègue qui tourne la tête quand un junior se fait démonter en réunion, parce qu'il veut, je cite, « pas faire de vagues ». Ou l'humour cynique à la machine à café. Ah oui, le sarcasme choco. On rigole du dernier mail de la direction, on fait des mèmes sur Slack ou Teams. Sauf que ce cynisme de connivence, c'est pas de la résistance. C'est une soupape qui aide le système à survivre. En rigolant de l'absurdité, on se dédouane de devoir l'affronter. On valide le dérapage en haussant les épaules. C'est la politique de la boîte, on n'y peut rien. Cela soulève une question importante. La vraie RSE d'un groupe humain, c'est pas la jolie liste de ses idéaux. C'est très exactement le niveau de médiocrité et de violence que l'ensemble du groupe accepte de tolérer en silence tous les jours. C'est violent, dit comme ça, mais c'est tellement vrai. C'est la somme de toutes nos petites lâchetés individuelles pour garder notre confort ou notre bonus. Le système tient parce qu'on accepte tous de jouer une partition qu'on sait fausse. Et là, nos sources nous tendent d'un miroir qui caresse pas du tout dans le sens du poil. C'est le moment de l'introspection brutale pour tout le monde. Par rapport à ce que l'on dit, où vous vous situez? C'est la question qui fâche. Faut vraiment se la poser. Est-on celui qui met une pression dingue en se cachant derrière un « j'ai pas le choix, ça vient d'en haut » ou l'expert qui voit un problème éthique grave mais qui regarde ses pompes pour pas ralentir le projet? Ou alors l'opportuniste, qui contourne les règles la semaine mais qui like des posts sur le management bienveillant le week-end sur LinkedIn. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment on sort de ce théâtre absurde? Parce qu'il y a une alternative. Dans nos documents, on détaille la méthode Joker Impact. Et leur approche, elle est radicale. On arrête l'approche par les chartes éthiques et les labels verts qui décorent les bilans de fin d'année. On jette tout ça. On jette. La méthode, elle commence par une question d'adulte. À quels endroits précis vos valeurs se contredisent-elles dans le réel et combien ça vous coûte? C'est une vraie approche systémique en 5 étapes. Et pas pour faire de la com, hein, pour changer les règles. Étape 1, la fameuse lecture terrain. En gros, on observe les faits sans aucune morale. On regarde les délais, les vrais paiements des sous-traitants, les critères invisibles des promotions. On fait un constat d'huissier, quoi. Ce qui nous amène à l'étape 2, la cartographie des écarts. Où est-ce que ça casse? Typiquement, si la boîte hurle qu'elle est écolo, mais que l'optimisation logistique oblige des camions à rouler à moitié vide sur 500 bornes, bah l'écart il est là. Fractule identifiée. Et là, on arrive à l'étape 3, la stop list. Et franchement, là, je demande à voir. Parce que l'idée de Joker Impact, c'est d'arrêter les hypocrisies tout de suite. Mais bon, soyons réalistes. On va pas couper une chaîne logistique du jour au lendemain sous prétexte qu'elle pollue, sinon la boîte ferme en un mois. C'est l'objection classique, mais c'est mal comprendre la méthode. La stop list, c'est pas saborder la boîte, c'est stopper l'hypocrisie immédiate. Si ta logistique est un désastre et que tu peux pas la changer en 3 jours, bah t'arrêtes immédiatement de communiquer sur le fait qu'elle est verte. Ah, on coupe le greenwashing à la racine. Voilà. On arrête de demander des reporting RSE mensuels qui épuisent tout le monde juste pour masquer la misère. Si un manager est toxique mais ultra performant, on arrête de lui verser son bonus lié uniquement au chiffre d'affaires tant que l'indicateur humain est au plus bas. On stoppe le déni. Le nettoyage par le vide pour préparer l'étape 4. Les actions concrètes à 30, 60 et 90 jours. Fini les séminaires avec des post-it. Ah oui, là on met les mains dans le moteur. On modifie les règles d'attribution des budgets, on intègre l'éthique dans les fiches des postes, on tue les process absurdes.
Et l'étape 5, la validation, les preuves. Parce qu'une RSE qui repose juste sur un joli discours, elle explose à la première crise. Faut prouver que la boîte est prête à perdre un peu de temps ou d'argent pour respecter ses valeurs. C'est ça qui change vraiment le logiciel culturel, l'alignement concret. Ça me fait penser au deuxième témoignage de nos sources. Une expérience super lumineuse cette fois. Une équipe qui était au bord de l'implosion, rongée par la paranoïa. Et ils n'ont pas fait de révolution philosophique? Pas du tout. Ils ont juste ciblé et arrêté 2 pratiques hyper injustes sur l'attribution des dossiers. Ils ont rendu les règles de décision totalement transparentes. Et les résultats? Sans budget, sans coach en bonheur, l'ambiance a changé radicalement. L'énergie qu'ils perdaient à se méfier les uns des autres, ils l'ont remis dans le boulot. Mais c'est mécanique. L'être humain, c'est un détecteur de mensonges sur pattes. Quand on réduit l'écart entre le discours officiel et la pratique réelle, la confiance revient d'elle-même. C'est toute la puissance du positionnement de Joker Impact, en fait. Il livre pas ce qui fait joli. Il s'attaque à la posture et aux règles du jeu pour soigner l'incohérence opérationnelle. Parce que la vraie transformation, c'est pas un label qu'on achète, c'est une discipline de l'action. Et c'est là qu'on comprend la profondeur de leur approche. Comme dit Sophia, la consultante stratégique de Joker Impact, certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. Cette carte ultime, c'est ça. C'est pas un trophée en plastique, c'est cette pratique de l'intégrité qui reste constante même quand la pression financière est dingue et que personne ne regarde. L'intégrité dans le noir, c'est hyper puissant comme boussole. Et ça nous pousse à une réflexion finale qui dépasse le simple cadre de l'entreprise. Imaginons une carrière entière, 40 ans à bosser. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour notre identité si on passe des décennies à jouer le jeu d'une façade corporate complètement incohérente? C'est un poison très lent en fait. Mais oui, à force de porter ce masque du cynisme professionnel pour survivre à la RSE vitrine, est-ce que le masque finit pas par remplacer notre vrai visage humain? Est-ce qu'on perd pas définitivement notre empathie et notre capacité à nous indigner? Le risque est énorme. S'habituer à l'inacceptable au boulot, ça finit forcément par corrompre notre intégrité dans la vraie vie. On sort pas indemne de 30 ans de compromission silencieuse. C'est vertigineux. Et c'est la réflexion qu'on va laisser à tout le monde aujourd'hui. Demain matin, en arrivant au boulot, regardez les valeurs affichées sur les murs, lesquelles sonnent complètement creux. Et surtout, au-delà de la petite blague cynique à la machine à café, qu'est-ce qu'on est prêt à refuser, concrètement, à notre propre niveau, pour forcer le réel à s'aligner avec le discours? C'est sur cette question qui demande des actes, et pas juste des mots, qu'on referme cette analyse. À très bientôt.